Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale de Voix de fait, spéciale élection 2019, où j'ai le plaisir de recevoir le PTB avec Rit Dont, qui est cinquième à la Chambre, et Youssef Handichi, qui est deuxième à la région de Bruxelles-Capitale. Bienvenue. Merci. Je vais d'abord commencer par les dames. Rit Dont, quels sont vos engagements? Pourquoi vous êtes candidate et votre histoire un peu de militante? C'est déjà une longue En histoire. résumé, évidemment, Une pour longue nos histoire, téléspectateurs. mais je viens de la Flandre, de Sint-Niklaas. Mais nous habitons à Bruxelles depuis 76. C'est à ce moment-là que le PTB, le parti, nous a demandé de venir habiter à Bruxelles pour construire le parti à Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai vécu pas mal de choses pour construire ce parti autour des usines. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'usines à Bruxelles, ce qu'on ne peut plus dire maintenant. J'ai fait aussi un grand travail avec les jeunes, surtout les jeunes écoliers dans les humanités. Et puis en ce moment, je travaille surtout sur le thème de réfugiés, migration. Je suis aussi conseillère communale à la ville de Bruxelles et le quartier dans lequel je suis le plus active, c'est le quartier d'Ansart, où tu vois le vrai dualisme entre les pauvres et les riches, où on veut vraiment pousser la population pauvre en dehors du quartier. Et c'est ça un peu mon terrain de travail en ce moment. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Youssef Handichi, qui est donc deuxième à la région, qui est déjà député régional pour le PTB. Alors, Monsieur Handichi, quelle est votre histoire? Mon histoire, par où commencer? On va commencer par la fin pour arriver au début. Donc, comme vous l'avez dit, je suis député pour le PTB à la région bruxelloise depuis les dernières élections en 2014, mais avant ça, j'étais chauffeur de bus à la STIP, délégué syndical. Je suis rentré à la STIP en 2004. Avant ça, j'ai fait 2 ans dans le bâtiment. Avant ça, j'ai fait 6 ans dans le nettoyage. Et avant ça, j'ai foiré mes études. Donc j'ai arrêté mes études à l'âge de 19 ans. Donc moi je suis un quête de Bruxelles, hein. Donc j'ai grandi à Schaerbeek. J'ai fait, quand je suis né en 76, quand j'arrive à Bruxelles, moi je suis né en 76 mais au Maroc, je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans. J'ai grandi à Schaerbeek toute mon enfance, toute mon adolescence. Aujourd'hui je suis gétois depuis une dizaine d'années, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et donc comme je vous ai dit, je suis arrivé à la STIP en 2004 pour comprendre mon parcours et mon engagement politique. Je suis arrivé en 2004 à la STIP où j'étais à ce moment-là quelqu'un de complètement apolitique, antisyndicaliste, tous pourris, ça ne sert à rien, aucune vision de société. Et en 2007, une grande grève démarre à la STIP. C'était en fait ma première grande grève. Et grève que je vivais en fait, hein. J'étais dans un dépôt de plus de 500 chauffeurs, je connaissais pas du tout, c'était la première fois que j'arrive dans une grande structure comme celle-là, 2007, et puis je vois des agents, des anciens de 25, 30, 35 années d'ancienneté qui déposent leurs valises et qui refusent de prendre le service, qui refusent de sortir sur le réseau. Et moi j'étais très très étonné, moi j'avais que 3 ans d'ancienneté donc j'étais encore un bleu. Et je vois toutes ces personnes qui refusaient de subir à un moment donné. Et spontanément, ils débrayent. C'était ma première expérience. Moi, je pensais qu'à la fin de la journée, on allait reprendre le travail. On était parti pour 3 jours et 4 nuits de mouvement. C'était ma première grosse expérience. Et c'est là où j'ai vraiment vécu la force collective, qu'à un moment donné, stop, on arrête de se laisser faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on avait gagné un cahier de revendications. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à poser des questions à mes délégués syndicaux les plus proches. Et de fil en aiguille, je suis devenu militant, puis délégué syndical aussi. Hein, donc la fibre syndicaliste m'a prise. Et en fait, en 2012, il y avait une élection au conseil élections sociales dans l'entreprise, à la STIP. Et là, je me suis présenté. Et en fait,
quelque part ma première élection que j'avais remportée. C'était les élections sociales à la STIP, c'était en 2012, et donc je suis élu conseiller d'entreprise. J'ai siégé au conseil d'entreprise pendant près de 3 ans et quelques. Et là, qu'est-ce qu'on faisait en tant que délégué syndical? C'est amener la réalité des travailleurs devant la direction, de dire voilà tout ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on va faire pour améliorer les choses. Et les dossiers qu'on amenait au conseil d'entreprise, souvent la direction nous disait mais vous savez monsieur Anishi, vous avez raison, mais c'est pas nous, c'est le gouvernement bruxellois. Alors je commençais un petit peu à me poser des questions, et c'est vrai, ils n'avaient pas tout à fait tort en fait. C'est que par le contrat de gestion, donc c'est ce qui lie la STIP au gouvernement bruxellois, et en fait les vrais patrons de la STIP encore aujourd'hui, c'est le gouvernement bruxellois. Et quand je vois que le premier contrat de gestion qu'on a subi, c'était avec 54 millions d'économies, on nous demandait de faire plus avec moins d'argent, et donc effectivement nos conditions de travail se dégradaient. Deuxième contrat de gestion qui arrivait, c'était 116 millions d'économies indexées, ce qui fait qu'on est à plus de 170 millions d'euros d'économies. Et là, ouais, c'était plus acceptable pour moi. Je me posais des questions, mais je me dis, mais c'est quoi ces partis politiques qui, à chaque élection, pendant la campagne électorale, disent que la mobilité est l'une des les priorités à Bruxelles, et les transports publics seront la réponse pour ce défi de mobilité, et on se rend compte que dans notre quotidien, ils nous donnent moins d'argent, mais les objectifs augmentaient. Et quand je voyais le paysage politique à ce moment-là, donc les 2 dernières législatures, j'étais surpris de voir le Parti Socialiste, j'étais surpris de voir Écolo, j'étais surpris de voir le CDH qui était en majorité et qui faisait juste le contraire de ce qu'il promettait pendant les campagnes électorales, et ça affectait nos conditions de travail au quotidien. Et effectivement, quand je me pose des questions, parfois on doit chercher les réponses, et les réponses, je les ai trouvées au PTB. C'était inacceptable. Justement, parlons de mobilité, parce que cette dernière législation, en plus, c'est hier à la ville de Bruxelles, cette dernière législation a été quand même assez catastrophique au niveau mobilité. Bon, aussi des choses qui sont parfois indépendantes des gouvernants, mais la fermeture des tunnels, en même temps le piétonnier qui a traîné, qui est une très belle idée, mais qui a peut-être un peu beaucoup traîné, qui traîne toujours. D'ailleurs, même le fédéral, vous présentez au fédéral, le fédéral a intervenu au niveau de Belliris pour finaliser enfin ses travaux. Donc tout ça, la gratuité des transports en commun, vous parlez, vous n'avez pas beaucoup de moyens, mais alors comment allez-vous offrir cette gratuité? Êtes-vous pour cette gratuité, ou où allons-nous trouver l'argent? La révolution, c'est comme une bicyclette, disait Mao Tse-tung, donc il y a aussi un problème, évidemment, les pistes cyclables et tout ça. Donc cet espace urbain, l'élargissement du métro, est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Ça, tous les partis ont répondu à cette question. Donc, quelle est votre vision de mobilité, Madame Donde? Mais en tout cas, on est pour un élargissement de la mobilité publique avant tout. C'est-à-dire que les gens doivent pouvoir avoir accès à un tram, un métro, un bus gratuit, et qui les apporte à leur boulot, qui les apporte à l'école, pour qu'on a moins de voitures en ville. Parce que c'est d'abord social, quand on a de transport public gratuit, et deux, c'est aussi bien pour le climat. C'est ça qui est... C'est un double effet quand on applique cela. Et quand vous dites, est-ce que vous êtes pour l'élargissement du métro, du transport public, oui. C'est avant tout élargissement de transport public. Si c'est tram, si c'est métro... Donc de grands chantiers d'infrastructures pour desservir... oui, mais en même temps, on est quand même aussi prudent. Par exemple, j'ai mené campagne la semaine passée avec les commerçants de avenue Stalingrad, où il y a tout le problème de construire une nouvelle station métro, tandis qu'à 50 mètres, il y a le Lemonnier. Et dans tout ce quartier, les commerçants ont terriblement peur
qu'ils vont disparaître pendant 7 ans, 10 ans. Toutes des commerces qui commencent vraiment maintenant à fleurir, à être bien gérés et tout ça, et que ça va tomber en miettes si on applique cette affaire de ces stations avenue Stalingrad. De l'autre côté, on voit aussi, c'est aberrant, je trouve qu'il y a tout à fait une hypocrisie, même parmi, si je peux dire, même parmi écolos groen. Pour vous donner un exemple, comme je dis, je travaille beaucoup avec les habitants de Dansard, quartier Dansard, avec les logements sociaux, à Rempart des Moines, les fameux 5 blocs. On va les démolir, on va reconstruire des habitations, la régie et le logement social, c'est un point en soi, mais on va construire 400 parkings là. 400 parkings. Pourquoi? 400 places de parking. 400 places de parking. Pourquoi? À quoi ça va servir? Pour attirer quand même des voitures vers la ville. Moi, j'ai posé la question au conseil communal, mais pourquoi 400 places de voitures il y aura en total 300 nouvelles habitations. Et ils ont répondu, c'était vraiment incroyable, ils ont dit, oui, mais on compte 1 voiture et demie par famille. Tandis que les gens qui habitent dans les logements sociaux, ou même les gens au centre-ville, nous-mêmes, on n'a plus de voiture. Mes voisins, il n'y a personne qui a une voiture. C'est pour attirer des gens qui viennent de l'extérieur, pour les mener au centre-ville, tandis qu'on a mené la campagne avec plusieurs personnes contre les fameux 4 parkings qu'on voulait construire au centre-ville. Marché aux puces, place Roupe. Mais alors comment on résout un peu cette équation un peu difficile? Parce que bon, on développe le piétonnier, les commerces et tout ça. On a vu que avec le blackout, plus les tunnels, etc. Enfin, tous ces commerces, sans compter les travaux, ont été fortement touchés et impactés. On veut faire revenir des gens pour venir dépenser leurs sous dans ces commerces et donc créer une valeur économique et sociale aussi. On a plus ou moins 300 000 néerlandophones qui viennent chaque jour travailler à Bruxelles, plus ou moins le même nombre de Wallons, donc en périphérie. On rétrécit les voiries, etc. Maintenant, ces gens, comment on réconcilie un peu pour prendre un peu un slogan, la fin du monde avec la fin du mois? Je peux développer alors le point des transports publics gratuits, mais je pense que la première question, c'est qu'est-ce que coûte la non-gratuité? Ça, c'est ultra important de le savoir. Donc, au niveau de la Belgique, au niveau fédéral, les embouteillages coûtent entre 4 à 8 milliards chaque année. 4 à 8 milliards. En région bruxelloise, ce sont 680 morts prématurés chaque année, dus à la mauvaise qualité de l'air. C'est ce que coûte chaque année l'immobilité. Ça, c'est important. Après, pour arriver sur un transport public gratuit, on a été faire les calculs. On voudrait financer la gratuité devrait coûter grosso modo 200 millions chaque année. C'est en fait toute la billetterie. Je vous rappelle les chiffres de l'immobilité, c'est 4 à 8 milliards. Et donc on voudrait aller pour financer les transports publics gratuits en région bruxelloise, c'est d'aller mettre fin à tous les cadeaux fiscaux, les voitures de société. Et là aussi ça coûte. Qui sont, pour le rappeler, pas juste des cadeaux, on appelle ça aussi des voitures salaires. Donc il va falloir remplacer ça dû à une grosse taxation sur les salaires en Belgique. C'est ça, mais ce salaire-là... Comment on résout un peu... Ce salaire-là est bénéfique pour notre sécurité sociale, qui est aujourd'hui, ce petit cadeau échappe complètement à notre sécurité sociale et donc à la sécurité collective des travailleurs. Et donc ça, on voudrait mettre fin et effectivement, on voudrait plutôt que ce soit du vrai salaire qui contribue à la collectivité. Ça, c'est une chose. Et donc là, il y a 3 à 4 milliards à récupérer au niveau fédéral. Et donc, comme vous l'avez
nommé tout à l'heure, Belliris, donc cet outil entre le fédéral et la région bruxelloise. On voudrait reprendre cet argent pour pouvoir financer les transports publics gratuits. On veut le transport public gratuit. Donc ça viendrait de Belliris, donc c'est ça. Le financement viendrait du fédéral. C'est ça. Fédéral, et puis tout ce que les travailleurs ont cotisé. Hein, donc ça nous reviendrait par ce biais-là. Et donc on a été faire l'expérience à Dunkerque. On a été voir à Dunkerque comment ça fonctionne. Là-bas, le transport public gratuit, les bus gratuits, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité depuis l'année dernière. Et on a été voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et on a été reçu par le maire de Dunkerque qui nous a expliqué comment est-ce qu'il a réalisé son projet. Non seulement il nous a dit que voilà, la congestion automobile a diminué, donc les parkings ici, comme l'a dit Rit, on construit des parkings. Là-bas, ils n'ont plus besoin de parking. Et vous savez ce qu'ils font avec les places économisées? Donc une voiture, c'est 10 mètres carrés en fait. Et chaque voiture qu'ils ont économisée, cet espace-là, eux, ils vont construire des logements sociaux, par exemple. Donc voilà, ils regagnent de l'espace. Et il nous a expliqué qu'en fait, pour réussir le projet des transports publics gratuits, ce n'est pas que la gratuité. Ce qui est ultra important, c'est l'offre et l'investissement dans l'infrastructure. Il dit c'est les 3 points: gratuité, offre et aménagement de l'infrastructure. Et effectivement, avoir une offre, non pas seulement dans les heures pleines, pendant que les gens aillent travailler et sortent du travail. Ce qui est ultra important, c'est d'avoir une offre suffisante, aussi bien en soirée, le week-end, pour que les familles et les jeunes puissent sortir et rentrer chez eux en toute sécurité. Et là-bas, ils ont vraiment misé sur l'offre, ils ont augmenté l'offre, et il y a toujours ce shift. Donc allonger aussi les horaires. Allonger les horaires, allonger les horaires du métro, du tram, et effectivement donner une offre qui soit confortable et qui soit en adéquation avec la vie de tous les Bruxellois, et aussi des nafteurs, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Et aussi, faire de l'infrastructure. Aussi développer terminer le fameux RER qui est déjà à 80%. C'est ça. Il y a aussi le RER, mais avant d'arriver sur le RER, il faut aussi investir dans l'infrastructure intra-bruxelloise. Donc avoir des bus et des trams qui soient en site propre un maximum du temps, pour ne pas être embouteillé ou dérangé par une voiture ou quoi. C'est vraiment ultra important pour avoir cette fluidité et emmener les gens d'une manière confortable. Ça, c'est ultra important. Et puis, comme vous le dites, il y a aussi le RER. Le PTB défend aussi la gratuité des transports en train gratuit domicile-travail. C'est ultra important pour le climat, pour la qualité de l'air. Une fois que la voiture a été employée, il y a un constat d'échec. On voudrait vraiment que la voiture reste là où les gens habitent, qu'ils puissent prendre le train et venir en train à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les fameux parkings. Aujourd'hui, mais des parkings de dissuasion gratuits, parce qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne, c'est que la personne prend sa voiture, la dépose dans un parking là où il habite, c'est payant. Il prend le train, c'est payant. Il arrive à Bruxelles, c'est payant. Donc, c'est échec total. On voudrait vraiment que, le parking de situation soit gratuit, les transports domicile-travail soient gratuits, et arriver ici aussi, à Bruxelles, qui soit gratuit. C'est de cette manière-là qu'on va remporter le match entre la voiture et les transports publics. Il n'y a pas d'autre manière. Et on est dans une phase critique. On le sait très bien, les jeunes nous le rappellent tous les jeudis en train de manifester. Il y a un défi climatique qu'il faut pouvoir relever. Est-ce qu'à un moment donné, le politique, est-ce que nous, on aura le courage d'y aller? Nous, on s'inspire du mouvement des jeunes pour aller fortement. Et juste pour vous donner une petite phase qui est assez sympathique. Vous savez, avec le PTB, quand on est rentré à la région bruxelloise au Parlement, je portais le dossier, il y a 4 ans et 8 mois, on défendait déjà le transport public gratuit. Tous les partis politiques nous ont rayonnés. C'est irréaliste, c'est populiste, tous les istes c'était pour le PTB. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a aussi une pression du PTB qui monte de plus en plus dans les sondages, et on nous entend et on nous voit de plus en plus, mais il y a aussi tous ces mouvements de jeunes qui mettent la pression, et qui dans leur manifestation, qu'est-ce qu'ils revendiquent? C'est les transports publics gratuits, qui est la solution. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même pas mal de partis politiques qui nous rejoignent sur cette question-là. Donc on entend le PS, on entend le CDH. Donc voilà, c'est une belle surprise. On se rattache à ça pour pouvoir véritablement le gagner. On ne veut pas juste faire du blabla, on veut vraiment le réaliser, comme à Dunkerque. Et vous avez certainement entendu qu'au Luxembourg, les transports publics, c'est aussi gratuit. C'est pas des fous furieux, c'est pas des gauchos là-bas, mais ils le réalisent. Parce qu'en fait, c'est le projet d'avenir. C'est le projet d'avenir. C'est justement, on va aborder un peu la question de l'argent et du financement de tout ça, parce que
le citoyen, pour le moment, est en train de, enfin, en tout cas, les classes moyennes sont en train un peu, on constate un peu une révolte vis-à-vis des taxes supplémentaires. On voit chez nos voisins français, c'est quand même la première cause des gilets jaunes, et tout ça crée aussi un climat conflictuel entre ces grands enjeux que vous avez nommés comme l'environnement, le changement climatique, et d'un autre côté, les fameuses fins de mois qui deviennent assez difficiles, et ces gens n'ont que parfois leur voiture pour aller à leur job. Donc, est-ce que vous pouvez dire maintenant aux téléspectateurs, on ne va pas taxer de taxes supplémentaires? Est-ce que ce qu'il y a comme argent, ou peut-être une meilleure gestion de cet argent, à vous de me le dire, va suffire, ou on s'attend à une rage taxatoire avec la montée du PTB ou d'autres idées comme ça? Mais dans ce sens-là, on est avant tout pour une fiscalité juste. Parce qu'en ce moment, effectivement, avec les gilets jaunes, on l'a constaté de jour en jour que les gens s'opposent à toute cette fiscalité injuste. Les gens savent de plus en plus, comme on l'a dit quand même depuis des années, que des grandes entreprises payent pas d'impôts ou payent presque rien d'impôts, tandis que si toi tu ne payes pas tes impôts, tu es tout de suite pris, le huissier est là, tandis qu'un Albert Frère ou des gens qui sont patrons des grandes ArcelorMittal ou Electrabel ou InBev avec le Jupiler et tout, eux, c'est connu et c'est su qu'ils ne payent pas de l'impôt. Hier, c'était la journée fiscalité juste, c'était la journée européenne sur la fiscalité juste, et il y a eu beaucoup de gens qui ont distribué des tracts là-dessus, et notre parlementaire fédéral Marco Vanez, chaque année, il fait le calcul et il fait l'examen des 50 les plus grandes entreprises en Belgique qui ne payent pas d'impôts. Et quelle est la fiscalité? Comment on fait? Parce que comment on fait? On a vu aussi ici le gars avec Notre-Dame. Oui, mais là, en 48 heures, on a 1 milliard. Maintenant, comment on fait? Est-ce qu'on fait une approche il y a plusieurs pistes qui ont été lancées. La France veut d'ailleurs adopter la fameuse taxe pour les GAFA, etc., qui aimerait bien élargir au niveau européen. Donc il y a aussi l'enjeu de l'Europe. Comment Mais on fait ça? avant tout, il y a le secret bancaire. C'est le secret bancaire qui doit être aboli, qu'on peut savoir quel est le patrimoine de chacun. Quel est le patrimoine? Patrimoine, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont comme... on peut peut-être l'abolir en Belgique, mais aux Bahamas, je ne pense pas que... Oui, mais dans ce sens-là, entre parenthèses, dans ce sens-là, on est aussi absolument, on mène la campagne pour qu'on ait un élu aussi au niveau européen, parce qu'on doit confronter là-dedans aussi des lois européennes qui empêchent ça. Et je pense que c'est le premier pas, qu'on doit vraiment abolir ce secret bancaire, que toutes les grosses fortunes... Le Luxembourg, notre voisin luxembourgeois, on a parlé de transport public, ne va pas être opposé à ça. Oui, mais on comment allons-nous, parce que le projet européen est collaboratif, donc comme il va falloir un peu convaincre certains... Oui, mais quand on a commencé avec ce mot d'ordre, taxe millionnaire, abolir le secret bancaire, tout le monde disait aussi, plus jamais on va y arriver, un peu comme tu disais tantôt. Maintenant, de plus en plus les gens le savent, vu que, et ça je trouve que le parti est très fort là-dessus, le PTB, chaque année on est là. Chaque année on est là avec cette étude qui développe tous ces points et les gens commencent à le voir et à l'étudier, à le comprendre, et ils le voient en confrontation avec ce que eux doivent payer. Et ça crée quand même une nouvelle force, un nouveau rapport de force et qu'on doit augmenter de jour en jour.
Et avec les gilets jaunes qu'on a connus en France, mais qu'on a connus aussi en tu vois Dans quand certaines même. régions. Oui, mais tu vois quand même que de plus en plus aussi, maintenant ça a un peu diminué, mais que le syndicat suivait ça aussi et on a eu encore des grands mouvements syndicaux les dernières années. Ouais. Juste sur la justice fiscale et les taxes injustes, il y a, comme je vous l'ai dit, un défi climatique. On est face à un défi climatique qu'il va falloir gagner. Ici, il y a une taxe carbone qui est en discussion au Parlement fédéral, qui est adoptée par tous les partis traditionnels. Tous. Ils sont tous d'accord. Qu'est-ce que c'est cette taxe carbone? C'est une petite taxe pour pouvoir répondre aux défis climatiques. On sait très bien qu'en Belgique, 300 multinationales, les 300 multinationales, on les connaît. On sait où elles sont. 300 multinationales qui sont responsables de plus de 40% d'émissions de CO2. Quand on connaît qui est le responsable, la logique c'était d'aller le responsabiliser en lui faisant des pollueurs-payeurs, mais ces 300, on lui mettrait des contraintes, des normes contraignantes pour qu'ils baissent leurs émissions de CO2 et dire tiens, puisque c'est toi qui pollues, c'est à toi de payer. Ici, la logique est tout autre dans le Parlement. Donc, eux, ils disent, on sait qui pollue, mais on va faire payer tous les travailleurs avec une taxe carbone. Le PTB est le seul parti qui est contre cette taxe carbone. Et effectivement, la taxe carbone, c'était le déclenchement des gilets jaunes en France. Et ils avaient raison de se mettre en mouvement, d'être contre cette taxe carbone, puisque effectivement, dans le discours général, on va responsabiliser individuellement les personnes, alors que oui, il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on sait très bien qu'à côté de ça, les plus gros pollueurs, eux, ils ont un permis de polluer, il n'y a aucun souci pour eux, et ça, on veut mettre fin à ça, donc on veut vraiment mettre des normes contraignantes par rapport à ces entreprises-là, et qu'ils passent à la caisse pour pouvoir répondre et puissent développer, comme on l'a dit, les transports publics gratuits et plein d'autres projets qui vont répondre à tout ça. Et donc, nous, on est vraiment dans cette logique-là de faire payer les responsables de la pollution et pas les travailleurs. Et donc, de commencer même au niveau national ou même régional. Tout à fait. Mais c'est la même chose avec... ils ont voulu mettre en avant aussi de faire payer les gens qui utilisent leur voiture, de payer par kilomètre. Je ne sais pas comment... La taxe kilométrique. Taxe kilométrique, voilà. Et le péage urbain aussi qui est d'implication. Mais là-dedans, tu vois justement que le rapport de force a changé. Parce qu'il y a 6 mois et tout, les partis étaient tout à fait pour, sauf nous. On a toujours dit non, non, non. Mais le NV, quand je parle par exemple au niveau régional, surtout en Flandre, on voulait l'imposer jusqu'au bout. Même Groen était d'accord, parce que pour eux, moins de voitures, alors tu vas faire payer les gens qui roulent en voiture. Mais la réaction aussi des gens est telle que maintenant, ils se sont tous retirés de cette proposition. Ça veut dire que quand on s'organise et quand on conscientise les gens sur qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde et qui paye pas, comme tu dis, qui sont les grands pollueurs et on ne fait pas payer, et nous, avec la petite voiture, on va vouloir nous faire payer, voilà. Parce que je trouve que c'est important aussi, maintenant, il y a le fait qu'il y a beaucoup de gares, par exemple, de gares de SNCB, qui sont fermées. Ça veut dire que des gens doivent prendre leur voiture pour aller au boulot. Parce que la SNCB, on a épargné sur la SNCB 3 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on ferme des gares, alors les gens doivent venir en voiture pour travailler le soir après 22 heures pour rentrer ou le matin avant 6 heures pour partir au boulot. Et c'est toutes ces contradictions que les gens ressentissent et deviennent gilets jaunes ou deviennent un enfant d'un travailleur qui va manifester le jeudi. Et ça a créé toute une atmosphère de lutte et de conscientisation et de mobilisation contre toutes ces mesures, mais pour une alternative qui est sociale et qui est bon pour le climat. Parce que nous, on veut toujours lier les deux.
Et Alors vous avez parlé des autres partis. Au communal, le PTB avait le vent en poupe, hein. Vous avez eu de très bons résultats dans beaucoup de communes. Vous parlez d'être pionnier sur certaines mesures. Maintenant, les élections en Belgique ont toujours 2 tours. Donc le premier tour on vote, deuxième tour c'est les coalitions. Alors est-ce que vous allez rester à l'opposition malgré vos bons scores, ou ce qu'on vous reproche beaucoup, ce manque de maturité politique et de rentrer dans ces coalitions? Peut-être Youssef Andichy sur ce... Le premier point, c'est que nous sommes un parti politique responsable. Et effectivement, si on est appelé à la table des négociations, on va prendre nos responsabilités. Ça, c'est le premier point. On n'est pas un parti pour rester dans l'opposition. Mais le point principal, le plus important, c'est pour quel programme, pour quel projet. Vous savez, vous avez parlé de l'épisode des communales, des élections communales, et c'est vrai que le PTB a fait un beau score, et tout le monde a suivi ce qui s'est passé à Molenbeek, hein, donc des négociations qui n'ont pas abouti. Mais pour rappel, quand on a été invité à la table des négociations, vous savez, Dirk de Blok, notre conseiller communal, notre président ici du PTB à Bruxelles, quand il est arrivé à la table des négociations, on lui a tendu une feuille A4, et Catherine Moreau du PS a dit bon, Dirk, dépêche-toi, à 13h je dois passer à la télé, je dois annoncer la coalition. On a regardé la feuille, le premier réflexe de Dirk c'était de tourner la feuille derrière, et il n'y avait rien. Et puis il a dit attends, calme-toi, on va d'abord discuter projet avant de discuter des postes. Parce que là c'est la répartition des postes. Moi je suis bourgmestre, toi tu es premier échevin, l'autre il est... On n'est pas dans ce cadre-là du tout. On veut s'inscrire dans un projet qui soit fort, qui répond aux besoins des gens. Ça c'est ultra important pour le PTB. Malheureusement à Molenbeek, du côté francophone, donc Charleroi, Liège, Serein, là où c'était possible, ça n'a pas abouti. La plus belle surprise, elle est arrivée de Flandre, à Zelzat et à Borgerhout. Le PTB est en majorité là-bas. Et juste pour vous donner un petit exemple, à Zelzat, les négociations... C'est une coalition, vous pouvez rappeler... SPA, PTB. Donc PTB en Flandre, c'est le PVDA. Donc coalition SPA, PVDA. La coalition, c'est quoi la marque de fabrique du PTB dans cette coalition? On s'est rendu compte qu'il y avait 2 postes d'échevins qui ne servaient juste à rien en fait. Et donc on les a supprimés. Et on a récupéré plus ou moins 100 000 euros par an qu'on affecte directement à la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est une première mesure du PTB. On s'est rendu compte que le bourgmestre, c'est une petite commune de plus de 12 000 habitants, le bourgmestre avait un chauffeur et une voiture de fonction. On s'est dit, tiens, mais ça ne sert à rien, on l'a éliminé. Ne vous inquiétez pas, le chauffeur a eu d'autres affectations. Donc, ça, c'est ultra important pour nous. Et puis, le plus important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à Zelzat, il y avait 3 multinationales, dont l'une des plus célèbres, c'est ArcelorMittal, qui est toujours en activité. Et puis, on s'est rendu compte qu'ArcelorMittal à Zelzat, ne payait pas d'impôts. On lui a mis une petite taxe communale qui nous a permis aussi de diminuer la pression des taxes sur tous les petits indépendants de Zelzat. Ça, c'est la marque de fabrique du PTB quand on négocie et quand on amène à bien ces négociations. Donc voilà, c'était... Donc demain, vous êtes en négociation, puisque bon, il y a certaines mesures qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas tout seul. Quelles sont les 3 mesures, je dirais, qui seraient importantes pour vous pour monter par exemple dans un gouvernement fédéral, Madame Dont? Après, je reviendrai pour le régional. Parce que je veux revenir sur votre question là, sur entrer dans la majorité, tchik-tchak. D'abord, on peut être autour de la table et négocier. Et on dit aussi aux gens, on peut être pour des compromis, mais pas pour des compromissions. Par exemple, on ne va jamais accepter des choses, par exemple, comme comment exclure encore plus des chômeurs, comment encore plus diminuer les salaires. Et je trouve qu'on doit faire attention aussi. Par exemple, au niveau fédéral même, et puis je vais revenir sur les grands points, au niveau fédéral, dans l'accord de la majorité, n'était jamais qu'on allait mettre la pension
à 67 ans au lieu de 65 ans. Tu vois, c'était nulle part dans le texte de la majorité. Mais tout d'un coup, hop, pendant qu'on est là, C'est voilà. un peu une tendance européenne. Oui, mais ça veut pension dire à quoi on se tient alors. Dus, allez, on ne doit pas être naïf dans tout ça. On doit être terriblement vigilant. Et comme vous dites, ça, je trouve bien ta question, qu'est-ce qu'on met en avant dès le début? Par exemple, pour nous, un thème comme la pension est terriblement important. On veut revenir sur 65 ans, absolument, et 1500 € minimum de pension pour tout le monde. Aussi pour les femmes, parce que c'est un très grand problème. Et les indépendants aussi. Et les indépendants, mais c'est un très grand problème parce qu'il y a vraiment une discrimination à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on veut aussi que pour les femmes, une carrière de 40 ans suffit pour avoir la pension, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à une carrière complète vu qu'ils ont pris un congé de maternité ou ils ont pris à mi-temps quand les enfants étaient petits. Ça reste encore toujours les femmes qui prennent ça. Maintenant, ça porte trop de sommation, parce que il y a surtout les familles monoparentales. C'est vrai que souvent, dans leur grande majorité, c'est des femmes. Mais il y a aussi une semaine sur deux, beaucoup de papas. Oui, on parle aussi d'ailleurs, on a élargi aussi le congé parental. Voilà, c'est ça. Bon, dus, mais la question de la pension sera un point très très important. Le salaire minimum à l'heure, nous voulons absolument que c'est minimal 14 € par heure. Et c'est un point très important contre toutes les questions aussi des flexi-jobs, des petits jobs pour les jeunes et tout ça, qu'on a vraiment des jobs dignes, des jobs avec un salaire digne, et que c'est pour ça que le salaire minimal à l'heure de 14 € est un point fondamental pour un nouveau, pour la majorité au niveau, pour le nouveau gouvernement. Et trois, on veut aussi la diminution du TVA sur toute l'énergie. Maintenant, c'est vu comme un produit de luxe, tandis que c'est un produit de tous les jours, de nécessité pour tout le monde, et que c'est à 21%, c'est la même chose sur la champagne, caviar et des produits de luxe, tandis que de 6%, c'est pour ça qu'on veut une diminution. Dans ce sens-là, allez, je nomme que 3, il y en a plusieurs, mais quand vous dites ça sont quand même 3 très très importants, c'est justement pour répondre aux grands soucis des travailleurs et de la classe moyenne. Parce que je lis encore avant de venir ici que aussi notre président Peter Mertens, il a fait encore aujourd'hui un article, justement aujourd'hui c'est apparu dans Knack du côté néerlandophone, que aussi on parle de classe moyenne, mais la classe moyenne s'appauvrit aussi de plus en plus. Et dans ce sens-là, toutes les mesures qui peuvent garantir une vie digne au niveau salaire, au niveau de travail et tout, que c'est très très important pour répondre aux grands soucis. Hier, j'ai vu encore quelqu'un, c'était terrible, c'est quelqu'un qui est invalide après un accident de travail et qui gagne, et il est invalide mais aussi pensionné, il a 935 € par mois. C'est ça qu'il me disait. Il s'est marié à l'âge plus âgé, ça veut dire il est cohabitant, il perd 600 € parce qu'il est devenu cohabitant avec sa femme qui gagne et qui devient chef de famille et bouffe. Et le monsieur, il est venu chez nous dans notre petit shop PTB. Il me dit, mais c'est scandaleux ce qui se passe. Donc, je trouve, on est confronté avec plein d'exemples tous les jours des gens qui ont vraiment
difficile à vivre dignement à cause de leur pension ou bien salaire ou bien toutes les Et alors, Youssef Handichi, pour vous, à la région, pour monter dans une coalition gouvernementale, à la région, quelles sont pour vous les 3 priorités importantes où il n'y aura pas de compromission, comme dit votre collègue? Alors, les 3 points les plus importants pour nous en région bruxelloise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le transport public gratuit. Ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une mesure d'avenir, c'est non négociable, et c'est pas que le PTB qui le dit, c'est le climat, c'est l'environnement qui nous l'ordonne. Et donc, on peut pas attendre, on peut pas faire des compromissions sur cette question-là. Voilà, ça c'est le transport public, c'est un point. Le deuxième point, c'est les logements sociaux. On veut faire baisser les loyers à Bruxelles, et on a 2 mesures pour ça. C'est la construction des logements sociaux. Donc on est sur une situation où on est aujourd'hui à plus de 48 000 familles sur liste d'attente. Donc le nombre de la liste d'attente n'arrête pas de grandir. Il y a encore 10 ans, on était à 13 000. Aujourd'hui, on est à 48 000. Donc on veut répondre à ces défis-là de pouvoir loger les Bruxellois, construction de logements sociaux. Et sur les loyers de monsieur et madame tout le monde, parce que c'est ça. S'il y a beaucoup de logements sociaux, c'est peut-être parce que les gens n'ont pas assez pour payer un logement normal. Donc, reprendre un petit peu les clés de l'habitation qui sont aujourd'hui aux mains du privé, de le rendre aux mains du public en ayant un parc assez grand de logements sociaux. Et la mesure aussi qu'on a défendue la législature précédente, c'est une grille des loyers contraignante. Aujourd'hui, on a une grille des loyers qui est informative, qui ne sert quasiment à rien à part de vous informer que votre loyer est trop cher, mais ça les gens le savent déjà. On n'a pas besoin d'une grille des loyers. Et juste en 2 mots pour expliquer ce que c'est une grille des loyers, de dire ok, j'habite tel quartier, j'habite au 2e étage, j'ai 2 chambres, le confort que j'ai c'est que mon habitation est isolée, j'ai des châssis en PVC, donc j'ai un certain confort. La grille des loyers, vous introduisez un petit peu toutes ces données dans cette grille, et la grille des loyers vous dit voilà, votre loyer est de 700 €. Vous constatez que votre propriétaire vous fait payer 800 € par exemple, donc 100 € trop cher. Aujourd'hui, avec la grille des loyers qui existe sur le site de la région, vous donne l'information que vous faites quelque part arnaquer de 100 €. Nous, on veut que cette grille des loyers soit contraignante, c'est-à-dire obliger le propriétaire du logement, si son loyer est de 100 € trop cher, de le ramener à ce que la grille des loyers est contraignant, donc qui indique donc de ramener ça sur la réalité de cette grille-là. Donc ça c'est ultra important pour nous, et je pense que pour le PTB, ce qui est important aussi, un des 3e points, c'est la lutte anti-discrimination. Ici, on entend beaucoup le gouvernement sortant dire on a une loi testing qui est sortie, on est la première, on est pionnière. Vous parlez du gouvernement régional. C'est ça, le gouvernement régional qui sort avec cette loi. Pour rappel, c'est quand même le PTB qui avait mené une grosse lutte avec les associations. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Samira Cécile, cette enseignante qui a voulu postuler ici dans une école, et qui a été on lui a dit qu'il n'y avait pas de possibilité pour elle. Elle se transforme en Cécile, et on voit que pour Cécile, elle décoche 2 rendez-vous, et donc ça c'est le testing. Et effectivement aujourd'hui c'est possible en région bruxelloise. On a mené une grosse lutte, et c'est arrivé, sauf que la loi qui est en l'état à ce moment-ci n'est pas suffisante, puisqu'il n'y a pas 2 aspects qui sont primordiaux pour que cette loi soit efficace: l'aspect proactif et systématique. On a des inspecteurs régionaux qui sont là, qui existent. On veut que ça soit proactif, c'est-à-dire ne pas attendre les plaintes de ceux qui se font discriminer, sachant que 9 victimes de discrimination sur 10 ne portent pas plainte. Quand on est victime, on a déjà difficile, puis après il y a des frais d'avocat et tout ça, donc c'est très très compliqué. On veut que ce soit proactif, donc que ce soit l'État qui soit aux côtés des gens qui se font discriminer, donc qu'ils aillent proactivement sur le marché de l'emploi et du logement, d'aller détecter qui sont ces employeurs, qui sont ces propriétaires qui discriminent, et systématique, comme je vous l'ai dit, ne pas attendre que les plaintes arrivent pour pouvoir sortir. Ça c'est ultra important. Et donc ce serait des mesures punitives vis-à-vis des employeurs qui... Pas directement. Première constatation, par exemple, un rappel à l'ordre. Deuxième constatation, attention, pas bien. La 3e, effectivement, il faudra des sanctions. Ça, c'est clair et net. Et certainement, les entreprises qui touchent des subsides bruxellois, c'est un comble. Je pense qu'on pourrait leur demander de rembourser ces subsides-là et de ne plus en toucher. Ça, c'est certain.
Sur le thème de la discrimination, parce que je vois qu'on arrive à la fin de l'émission. Ici, à Al Mouatine, qui est le citoyen en arabe, on est la chaîne du vivre ensemble. Vous pouvez voir derrière vous, partage, solidarité, cohésion sociale. Ce vivre ensemble a été très malmené, il y a encore des discriminations. Ici, on rapproche les communautés ensemble, enfin les personnes de différents horizons ensemble, que ce soit les gens d'origine, les communautés d'origine musulmane, juive, chrétienne et laïque. Alors pour vous, comment on reconstruit un peu ce vivre ensemble? Est-ce qu'on le fait à l'image d'un de vos de vos colistiers qui a sorti cette caricature de Michel sous forme du rabbi Jacob? Est-ce que vous le condamnez parce que c'est un acte qui a offensé une partie de la population? Quels sont pour vous, pour éviter ce genre de climat conflictuel entre les communautés? Madame Donte, Oui. quelles sont vos En tout cas, priorités? on condamne aussi à l'intérieur du parti tous les excès ou toutes les malversions de ça. Mais je veux dire, avant tout, c'est une question aussi d'éducation et de conscientisation partout parmi la population. Et certainement en Flandre, et je ne vais pas exagérer que c'est seulement en Flandre. On voit beaucoup quand même en Wallonie avec des importations de conflits extérieurs et ce genre de choses. On voit quand même très bien. Et encore, on a fait puisqu'il y a une très belle exposition que Al Mouatine a soutenue sur les Juifs marocains au musée juif. On voit là une présence policière. Il y a eu le procès. Comment on tape un peu du poing sur la table en tant que responsable et on dit ça suffit? Oui, mais je voulais justement dire, c'est aussi un travail parmi la population. D'un côté, on peut dire non au niveau de loi et tout ça, et c'est important, mais de l'autre côté, on doit écouter quelles sont les idées qui vivent parmi la population et comment on répond là-dessus. Moi, je travaille beaucoup autour de la question des réfugiés et on est beaucoup dans des écoles. Par exemple, la semaine prochaine, je suis de nouveau 2 jours complets dans des écoles avec des réfugiés. Et on dit aussi aux jeunes, mais aussi personne de ces gens, en fait, aime bien de quitter leur pays. Au niveau de migration, par exemple. Ils sont obligés. C'est pour ça qu'on dit aussi, on doit avant tout combattre les raisons, les causes, pourquoi des gens quittent leur pays. Dans le temps, quand tu dis, toi tu es arrivé en Belgique quand tu avais 3 ans, moi je me rappelle, j'avais 16 ans quand les premières familles immigrées sont arrivées en Belgique, in Sint-Niklaas, en Flandre. Je me rappelle très très bien. Mais tous ces gens sont venus parce qu'on les a appelés. Viens. Vous parlez d'immigration maghrébine. De Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Viens, même avec vos enfants et tout. Viens avec votre trousseau, avec votre berceau. On a de la place, on a besoin de vous. Jusqu'à 74. À ce moment-là, on ferme les frontières. Et c'est à ce moment-là commence le racisme. Parce que quelqu'un qui vient de migration devient un concurrent. C'est à partir de 74, quand on a fermé les frontières, on n'avait plus besoin. Les mines étaient complètes, les usines étaient complètes et la crise de pétrole commençait. Maintenant, il y a beaucoup de guerres, mais il y a aussi l'inégalité économique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et ça, on doit expliquer aux gens pourquoi les gens viennent en Belgique ou en Europe. Je trouve que c'est avant tout aussi une forme d'éducation. Donc pour vous, la priorité, se fait dans l'éducation c'est conscientiser les gens. Enfants. Et moi je trouve un deuxième point qui est très très important. Très vite, parce qu'on déborde un peu. Oui, je veux dire aussi quelque chose sur les travailleurs sans papier. Parce qu'ils existent parmi nous, mais ils sont masqués, on ne les connaît pas.
ils n'ont pas de visage. Hier, j'étais avec des femmes travailleuses domestiques, comment on dit, qui travaillent domestiques, des femmes qui travaillent anonymement, clandestinement chez des gens, la famille, qui doivent éduquer des enfants des autres ou les élever, donner des opères. Des opères, ou qui travaillent, font le ménage et ils doivent laisser leurs propres enfants ou bien chez leurs parents en Amérique latine ou au Sénégal, mais qui sont ici pour gagner pour leur famille, mais qui sont pas connus et qui n'ont pas de droits. Et c'est pour ça que moi je trouve un point terriblement important aussi à mettre en avant, c'est la régularisation des travailleurs sans papier, qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils sont reconnus, qu'ils reçoivent des papiers parce qu'ils travaillent, ils survivent, ils apportent même de l'argent à la sécurité sociale et à la collectivité. Alors, Youssef Andichi, même question, mais au niveau plus de la région, parce que c'est vraiment Bruxelles qui a subi le fort choc des attentats, on peut dire. Et puis aussi, c'est la ville la plus multiculturelle du monde, juste après Dubaï. Donc, en 2 mots. Mais je pense que la population donne une grande leçon à tous les politiques. On l'a vu derrière les tragédies des attentats de Bruxelles. On a vu le peuple, comment il s'est soudé. Moi, je me souviens des slogans tous unis contre la haine. Ils étaient là, vous vous souvenez des rassemblements forts, dignes, et le peuple n'a pas craqué, n'a pas plié face à ces extrémistes, à ces fous furieux qui veulent nous diviser. Face à la division, ils ont exprimé l'unité. Ça, je trouve que c'est ultra important et on le voit à chaque fois, derrière chaque drame, c'est là. Rit, tu parlais des migrants. On voit très bien que la plateforme citoyenne au parc Maximilien, c'est l'une des plus belles réponses à la faillite de l'État belge, du gouvernement MR-NVA qui n'a pas su répondre à cette crise migratoire. Et l'Europe aussi. Et l'Europe aussi. Donc on voit que les citoyens sont soudés, répondent à ces défis-là. Je pense que c'est le plus beau témoignage que ces courants extrémistes de tous bords qui veulent nous diviser, on voit que le peuple reste uni, et ça, je pense que c'est le plus beau message qu'ils envoient. Un grand merci à vous deux, merci chers téléspectateurs, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Voix de fait, spéciale élection 2019. Bon week-end.